J'aimerais bien qu'on rebondisse, si je peux me permettre, tous un peu, les uns, y compris Mario, si vous voulez bien aussi, vous qui êtes, j'allais dire, des deux côtés, hein, parce que vous êtes en plein dans ce qu'on appelle la symétrie des attentions, c'est-à-dire à la fois l'attention aux patients qu'on est tous potentiellement, qu'on a été, et puis après, donc, finalement, celui qui est l'opérateur ou l'acteur professionnel. Mais Thibaut, je vais en profiter pendant que tu es là, Thibaut Fleury, donc, directeur général de l'efficience santé au travail, qui est un service de santé au travail, cette fois-ci parisien, enfin qui est francilien, je crois que c'est comme ça. Toi, ta réaction là-dessus, et comment tu utilises, si je peux me permettre, les datas, puisque en gros, ce que tu lui disais, c'est que notamment, toi, ça te sert très très opérationnellement, par exemple, pour piloter des équipes. Je reviens sur les datas et pardon de me centrer là-dessus, parce que voilà, c'est important, les datas aussi. Thibaut, à toi. Ouais, bonsoir à tous d'abord. Écoute, on l'a déjà évoqué lors de dernières conférences. En effet, on essaye de plus en plus d'utiliser toutes les données pour pouvoir orienter l'action de prévention. Donc ça nous permet de cibler, et je prends l'exemple qui a été cité tout à l'heure. Hein. Donc notamment sur l'inaptitude, on a fait un gros travail pour comprendre qui était concerné par l'inaptitude, quels étaient les secteurs d'activité qui étaient en effet touchés par ça, quelles étaient les populations, quels étaient les âges moyens, pour à la fois en interne sensibiliser nos équipes, c'est-à-dire savoir que voilà, vous avez des fréquences de risque sur ces secteurs d'activité-là, donc vous devez être à même de conseiller et de prendre en charge les salariés qui peuvent être touchés plus nativement. Et puis tout simplement aussi pour commencer à travailler sur les branches et sur les entreprises en disant attention, on sait que dans votre secteur d'activité, vous avez une récurrence de ce type de sortie de l'emploi et que donc il faut qu'on trouve des moyens les plus précoces possibles à la fois pour protéger les gens, mais aussi pour travailler à leur employabilité, parce qu'on sait que de toute façon, il se passera des choses. Voilà, donc on fait rien de finalement bien différent, je pense, de ce qui a été cité comme exemple. Mais c'est vrai que, comme le disait aussi Philippe Garabiol, on passe beaucoup de temps aujourd'hui sur les datas et que c'est le nerf de la guerre pour arriver à être pertinent sur ce que l'on fait. Merci à toi, parce que moi, ce qui m'avait frappé justement dans ce que tu disais, c'est l'utilisation des datas, et pas seulement pour savoir ou pour le savoir des experts, mais aussi pour la mobilisation des équipes. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est très important. Florence, toi, ton regard, merci Thibaut, hein, ton regard sur toi là-dessus. Simplement, moi, ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est cette question on a d'autant plus de besoin de data, effectivement, que le monde du travail bouge, mute, comme le disait Philippe. Le télétravail, c'est une étape. Moi, je vois arriver l'intelligence artificielle. On le voit, ça peut appauvrir considérablement certains métiers, donc générer de nouvelles souffrances psychiques. C'est pas si évident que ça. Il y a des métiers qui vont rester très intéressants, certains qui vont s'appauvrir, se transformer. Enfin voilà, il y a une sacrée mutation. Encore plus large que ça, les questions de transition écologique qui vont aussi bousculer les métiers, alors peut-être pas dont on parle aujourd'hui, mais les métiers de l'agriculture. Et là, on voit qu'avec le télétravail revient la pénibilité physique liée à la sédentarité. Ça va peut-être être le problème numéro 1 du télétravail d'ailleurs. Mais dans le secteur du bio, par exemple, c'est le retour de la pénibilité avec plus de travail manuel, etc. Donc tout ça, ces datas, on en a besoin aussi en prospective, je trouve, pour arriver à se projeter aussi dans le futur. Voilà ce que je rajouterais. Merci Florence, merci de ces précisions. Moi j'ai envie aussi de repasser la parole, si vous voulez bien, Mario, vous de votre côté, parce que je dirais qu'encore une fois, ces évolutions, vous les vivez de façon accélérée avec à la fois vos patients et en même temps, globalement, les équipes qui sont là. Comment, je dirais, côté plutôt, je vais dire cette fois-ci, manager des affaires médicales de l'organisation ou éléments de l'organisation d'ensemble, comment vous ressentez les choses? Et puis après, à tout le monde, Camille, j'aimerais bien, puisqu'on se retrouve à cette occasion-là, qu'à titre aussi universitaire, toi tu puisses aussi donner un peu ton point de vue. Mario. Écoutez, moi je vous écoute, mais vraiment, hein, avec beaucoup d'intérêt, en partie ce que vous venez de dire, madame, sur l'impact que peuvent avoir l'arrivée de l'intelligence artificielle, par exemple,
Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne mesure pas aujourd'hui suffisamment. C'est vrai que nous, on est à la fois, moi je suis pas employeur directement, mais je fais partie de l'équipe de direction. Donc, on a ces problématiques effectivement de santé au travail dans nos équipes, effectivement. Et c'est aussi, on l'a pas abordé parce que c'est un peu hors sujet, mais c'est aussi tout le problème du maintien au travail des personnes qui ont un cancer. Aujourd'hui, la question se pose. Il y a encore quelques années, cette question ne se posait pas. Ça ne nous serait pas venu à l'idée. Mais aujourd'hui, on a des patients qui vont vivre pendant des années, finalement, avec leur maladie. C'est toute la gestion aussi des séquelles des traitements. Et il y a un terme que j'utilise souvent, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est toutes les séquelles invisibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des tas de gens, finalement, qui sont probablement guéris, en tout cas en rémission prolongée de leur maladie, et qui ont des séquelles qui sont invisibles. Ces séquelles, elles peuvent être psychiques, mais elles peuvent être aussi physiques. Tous les problèmes de douleur qu'il peut y avoir, par exemple, toutes les séquelles sur la voix. Alors, je pensais à ça parce que j'ai vu un patient il y a pas très longtemps. On était tous très contents parce qu'il a un cancer ORL grave et il est guéri pendant de sa maladie. Sauf que lui, il est beaucoup moins content que nous parce qu'il va être obligé de changer de travail. Parce qu'il a un travail où il devait parler énormément. Donc, ces problématiques-là, elles sont communes, bien sûr. Mais elles sont, ça a été dit, beaucoup plus importantes encore chez les femmes. Parce que même si nous, les hommes, faisons des efforts réels, certainement, pour le partage des tâches, pour un certain nombre de choses, ça reste un problème. J'étais très sensible aussi à ce que l'un d'entre vous a dit sur le travail, le télétravail. Et le fait que, oui, c'est vrai que le télétravail, ça peut poser un certain nombre de problèmes, on le sait, mais par exemple sur le fait de supprimer la garde d'enfants qui peut coûter cher, et on se met ça en plus sur le dos, si vous voulez. Donc toutes ces questions-là, effectivement, c'est des questions qui sont extrêmement intéressantes. Après, je vous dis, nous, on est à la fois, on a dans nos équipes des gens qui sont concernés parce qu'on a beaucoup de gens qui travaillent de nuit par définition. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Évidemment, mais pas que, tous les risques psychosociaux et dans le secteur de la santé, c'est encore plus important. On est sur un domaine qui est essentiellement féminin. Et au dehors du travail de nuit, c'est aussi toutes les problématiques psychosociales avec des vraies questions existentielles aujourd'hui sur. Je parle même pas du déficit qu'on a de personnel dans nos établissements de santé. C'est comment on gère ça. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont là pour durer. Et on pensait assez naïvement que ces problèmes-là, finalement, avec le temps, allaient rentrer dans l'ordre après la crise Covid. Non, on est sur des problèmes qui changent. Et c'est vraiment, on est amené, nous, vraiment à réinventer réellement nos modes de travail, redonner du sens aussi à ce que les gens font. Et je vous dis, on a un environnement essentiellement féminin. Et ça rentre en ligne de compte, bien entendu. Oui, si ma mémoire, merci Mario. Effectivement, si ma mémoire est exacte, c'est plus de 70% des équipes hospitalières qui sont des femmes, en fait. On doit être à peu près, on devient très minoritaire. Alors, avant, si vous voulez, la féminisation était essentiellement dans les métiers du soin direct. Aujourd'hui, et je ne m'en plains pas, au contraire, on a dans les équipes de direction, parmi les médecins, énormément de femmes. Et c'est vrai et c'est vrai à l'hôpital, c'est vrai aussi en médecine de ville. Aujourd'hui, en médecine de ville, je connais un peu le sujet parce que je suis aussi coprésident d'une structure de coordination avec un médecin généraliste. Les jeunes qui s'installent aujourd'hui ne veulent plus travailler comme on travaillait avant, et ils ont bien raison d'ailleurs. Il y a une féminisation qui avec des demandes spécifiques, par exemple de pas travailler à temps plein, d'avoir un temps libre pour pouvoir s'occuper des enfants, travailler en équipe aussi. Les communautés professionnelles territoriales de santé, je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais ces PTS, ces structures un peu d'exercice collaboratif, sont en train de prendre vraiment le devant. Donc, on est vraiment sur une modification vraiment dans le domaine de la santé, vraiment du côté de nos équipes. Voilà, comment on travaille là-dessus, comment on répond. Et puis, vous l'avez dit, Anne-Marie, il y a tout le problème aussi de prise en charge des patients. Et c'est vrai que quand on a des personnes qui travaillent de nuit et qui ont un problème de cancer,
c'est très rare que les gens ne nous disent pas, mais je le sais bien, c'est parce que j'ai travaillé de nuit que j'ai ça qui me tombe dessus. Donc c'est aussi, c'est pas anodin, si vous voulez, dans la prise en charge d'une personne, d'être dans un contexte comme ça, parce qu'il y a derrière l'idée qu'on aurait peut-être pu l'éviter. Alors est-ce que c'est vrai ou pas vrai, on peut en discuter, mais voilà. Donc il y a tout ça effectivement qui change complètement la donne et qui effectivement a des spécificités liées aux gens qui sont certaines. Merci Mario de ce témoignage. Alors peut-être Camille et puis Catherine, vous avez vu ici, il faut sauter sur le micro hein, pour avoir la parole. Donc aussi à vous tout à l'heure. Camille, toi, je suis content de se retrouver parce que Camille est professeur de CRH Management, c'est ça, à Lyon, et aussi psychologie sociale. Et je crois que tu es tout à fait intéressé. Tu diriges des thèses notamment sur d'une ou de plusieurs de tes étudiantes qui travaillent justement sur ces questions de relations des femmes au travail. Un peu ta réaction sur tout ça et ce que tu fais, parce que je sais que tu as mené plein d'études. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est OK? Voilà. Très bien, on t'entend très bien. Super. Effectivement, alors c'est un sujet qui m'intéresse et moi j'ai des méthodes qui sont plutôt qualitativistes que quantitativistes, mais malgré tout, je suis très intéressée aussi de savoir qu'il y a des données chiffrées qui peuvent éventuellement étayer les choses. Alors moi j'avais une question plus générale. Nous, on a parfois des difficultés à avoir des dispositifs de collecte de données massives quand on est dans une université. Et la première question que je me posais, c'est est-ce que, par exemple, l'étude Everest, on pourrait avoir accès à des données, voire éventuellement discuter d'éléments qui nous intéresseraient éventuellement à traiter quantitativement, mais après avec des prolongations qualitatives. Ça, c'est la première chose. Sur la question des femmes et du travail, on a fait intervenir donc avec Chloé, avec qui je co-dirige le master RH Show donc à l'IAE Lyon, Hélène Bonnet et Pascal Levé sur l'ARACT, sur l'ANACT, sur la question de cancer et travail et le retour au travail, ou en tout cas le travail en situation de maladie, avec des analyses qui étaient très intéressantes, qui nous ont montré que effectivement il y a un paradoxe très clair pour les femmes, parce que à la fois elles ont des besoins en santé et parfois elles sont pas toujours conscientes de la nécessité de leur état pour la reprise du travail, mais en même temps, et vous l'avez dit, ce qui est important pour la femme, c'est sa reconnaissance, et le travail fait une grande partie de la légitimité qu'elle a au travail, et donc l'empêcher de revenir travailler, ça va créer notamment des souffrances psychiques. Et donc il y a toute une réflexion, à mon avis, à faire sur cet équilibre-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve un accompagnement qui soit cohérent sur l'accompagnement, la transformation du travail dans ces situations spécifiques. En l'occurrence, là, c'était des questions de cancer du sein, mais en même temps, qui puisse continuer à entretenir cette légitimation au travail et cette reconnaissance qui est très importante. Parce que finalement, nous, les femmes, on a aussi besoin d'avoir cette place au travail, et on voit qu'il y en a certaines qui sont battues, notamment pour qu'on puisse avoir accès à des postes un peu plus ambitieux que ce qui existait, et de pas rester cantonné dans les éléments, on va dire, juste à effectuer les choses concrètement, mais aussi avoir un peu d'ambition professionnelle. Et la difficulté, c'est d'être réorienté, notamment pour des raisons de santé, cancer du sein, mais sur des activités qui seraient moins valorisantes et donc qui vont créer d'autres types de troubles. Et j'ai ces questions aussi qui se posent autour de la question de la charge mentale et la charge cognitive. Plus, hein. Ok. Donc il y a Elsa qui est sans doute présente ici, qui va commencer sa thèse notamment sur le retour au travail dans les situations post-accouchement, et peut-être par extension sur la parentalité, puisqu'on a la maternité, mais aussi la question du père à un moment donné qui va rentrer en compte. Et là, on se rend compte qu'il y a un secteur qui est inexploré sur cette question de la charge cognitive, charge mentale,
avec des questions notamment autour de la santé psychique, sur les questions du postpartum et des dépressions postpartum, qui sont peut-être explicatives, mais je ne sais pas. Il faudrait aller le vérifier sur des chiffres, notamment d'un certain nombre d'éléments d'absentéisme qui peuvent être liés à ça. Donc, sur la mortalité féminine post-accouchement, 30% des suicides sont liés à des suicides liés au postpartum, ce qui est énorme. Moi, quand j'ai découvert ça, j'en suis un peu tombée des nues. Et je me dis que s'il y a un accompagnement au niveau du travail correctement fait, notamment sur cette question qui est plus psychique et d'accompagnement, il y aura certainement aussi des mécaniques de travail qui pourront être améliorées et j'espère que Elsa pourra travailler là-dessus. Voilà, donc beaucoup de questions. Et puis, beaucoup de sujets à aborder. En tout cas, je serais ravie de partager avec vous les avancées petit à petit si certains sont intéressés par ça et éventuellement nous ouvrir aussi des terrains en entreprise ou ailleurs. Merci Camille, parce que on voit bien à la fois l'appétence et la nécessité de recherche de ce côté-là. Je ne répondrai pas à tes 3 questions tout de suite, sauf pour te dire que Everest, on va faire effectivement quelque chose dessus. Il y a beaucoup de relations universitaires déjà, mais pas avec vos spécialités. Et ça, nous, c'est l'éternel problème auquel nous, en santé travail, on se heurte. C'est le plafond de verre des RH, je vais dire. Quand on s'est connus il y a un peu plus de 10 ans, donc c'était avant que je te connaisse, l'une des premières études qu'on avait menées avec Jacques, c'était de dire, dans les structures, encore une fois qu'elles soient emploi public, emploi privé ou autre, et c'était avec un de tes confrères de Lille qu'on avait monté ça, c'est à quoi est rattachée la santé de travail. Mais je vous raconte pas ce qu'on a trouvé, c'est que, en gros, c'était tu te démerdes, s'ils sont dans un coin, ça va, mais il n'y avait pas justement, et ça a été l'un des problèmes des services de santé au travail, notamment autonomes pendant très très longtemps, c'est que ils avaient leur truc, mais en gros c'était tiroir, hein, et donc, c'était un peu méchant, mais c'était pas forcément très très étudié. Et ça, alors ça a beau bouger. Heureusement, et grâce, je dirais, un peu à vos enseignements, les choses ont bougé pas mal. Voilà. Et Everest bouge, et du côté des épidémiologistes, notamment, il y a tout un tas effectivement d'études qui sont faites, mais pas effectivement côté RH et manager. Pour ça que nous on fait toc-toc, ce que je te dis, comme plafond de verre pour l'invitant. Sur les questions de Delta, j'ai bien vu là aussi, et donc on va reprendre, je pense ça, parce que c'est une vraie question de fond, et que ça mérite un peu plus que l'humidité. Alors voilà, d'autres réactions peut-être, alors on a encore exactement une demi-minute, et puis alors Jérôme, voilà, toi qui es à la fin réaction, le mot de la fin, et en deux mots, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? On a vu à travers les témoignages qu'il y avait une grande partie du chemin qui a été fait, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Je pense que nous, ce qu'on attend vraiment, en tout cas, des datas de santé, etc., c'est d'avoir vraiment des mesures de plus en plus, de pouvoir prendre des mesures de plus en plus ciblées. On le disait tout à l'heure, sans discriminer en effet, mais vraiment d'avoir des choses qui répondent aux attentes et surtout de pouvoir anticiper aussi. On a parlé un peu de l'intelligence artificielle, mais de pouvoir aussi anticiper toutes les transformations qui arrivent dans le monde du travail et qui ont un impact sur la santé. Voilà. On aurait pu parler des horaires atypiques, on aurait pu parler aussi du forfait jour, hein, qui a un impact très grand aussi sur le travail et la santé de certaines personnes qui s'engagent à fond dans leur boulot, des fois sans compter leurs heures. Voilà. Donc il y a quand même il y a encore un bon travail à faire sur ces questions-là, mais en tout cas, on voit que ça progresse. Ça progresse. Merci. Catherine, à vous. Alors, juste pour rebondir sur ce qu'a dit notre partenaire social, Monsieur Jérôme Chemin, sa description du télétravail est parfaite en fait. Les multisites, le fait que les réunions s'enchaînent et ne s'arrêtent jamais, voilà, tout ça est très vrai. Donc, moi, je partage vraiment son constat sur ce sujet-là. Juste pour dire que les services autonomes sont prêts à travailler sur des sujets. Donc si Camille, par exemple, vous avez envie de travailler avec Framatome Lyon, sans problème. Pareil sur le programme Interception. J'interromps parce que Camille elle est à Lyon, donc c'est pas pour rien. Oui, c'est pour ça. Voilà. Je profite. Et puis si sur le programme Interception vous avez besoin aussi des médecins du travail, avec grand plaisir. Mais il faut pas hésiter à nous solliciter. On est peut-être pas assez connu parce que je prends, si vous me permettez, je prends la balle au bond, ça m'intéresse énormément et j'en parlerai. Alors, on parlait des femmes qui prennent des initiatives.
on en a pas mal chez nous, et c'est Suzette Delaloge qui est une extrêmement brillante oncologue qui pilote ça. Je vais en parler à Suzette, et je prends vraiment votre proposition, absolument. Voilà, parce qu'on peut servir de relais. Et si je peux me permettre, Catherine, nous aussi, parce que c'est l'un de nos prochains chantiers, c'est notamment ça. Et on a besoin effectivement de fédérer un peu ce pourquoi on essaye d'être en prisme comme ça, et d'avoir divers types d'intervenants. Merci à vous. Encore un mot, Catherine. Alors là, c'est proposition de service. Ok, nous on a le terrain, et donc venez, travaillons ensemble. On est complètement dessus. Un autre message. Et à l'inverse, moi, je suis preneuse d'aide pour monter un peu plus d'études épidémiologiques sur tout ce qui est santé au travail, et en particulier télétravail. Voilà, donc je suis prête à donner, mais je suis prête aussi à recevoir de l'aide. Voilà. On a Everest et ses petits, si on peut dire, et sa famille. On a cancer dans tous ses états, et on a parentalité. Olivier, vous auriez envie de dire quoi? Alors, il paraît que, je ne sais pas si vous savez, mais que dans toutes les études, Tarbes est, paraît-il, la ville qui est la plus agréable à vivre. Alors, oui, j'ai vu ça. J'ai vu passer ça, oui. Donc, n'hésitez pas à venir. Hein. Donc, ouais, effectivement, juste un petit mot par rapport à Everest. Il faut savoir que Everest n'est pas utilisé, à mon sens, comme il devrait, pour des tas de raisons. Mais je pense que la plupart des services de santé au travail actuellement en France sont en ordre de marche pour l'intégrer notamment dans leur logiciel métier. Il y a des travaux en cours là-dessus, ce qui permettra encore de multiplier un peu plus la possibilité d'avoir des datas, en fait. Hein. Donc, et puis, pareil, si vous avez besoin, effectivement, nous, on a une culture de la reprise des données à la SMT qui est assez ancienne, et donc, on a déjà pas mal de bases intéressantes. Si ça peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à venir vers moi aussi si vous avez besoin d'informations précises pour des études ou autres. Merci Olivier. Mario, une chose à ajouter, donc on a bien compris qu'on va tous venir vous voir, et lycée de Versailles, entre Lyon, Villejuif et autres, sur vos programmes spécifiques et exceptions. Ma porte est ouverte. Non, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que ça donne envie de continuer à réfléchir ensemble et à travailler. Je veux dire, on a fait qu'effleurer les différents sujets. Et on voit bien qu'il y a énormément de choses à faire avec des éclairages très divers. Donc il faut, voilà, on n'est qu'au début. On continue les combats, comme vous disiez dans mon temps. C'est qu'un début, c'est clair. Merci Mario. Alors 2 secondes. Je deviens de plus en plus chiante. Hein. 2 secondes à toi, et puis Philippe, et ensuite mon président. Merci vous tous, oui. Moi, juste pour dire merci, parce que j'ai appris plein de choses aussi. Et je suis contente surtout d'entendre des services de médecine du travail, parce que même dans le cadre du plan santé-travail numéro 4, on a du mal à travailler. Et là, je vois qu'il y a une grande ouverture, et pourquoi pas, on vous solliciterait, puisque peut-être il y a des contacts qui peuvent passer par Anne-Marie, et voilà. Merci à vous en tout cas de ce partage. Philippe. Moi aussi, donc un grand merci pour ce partage. Pour ce qui concerne les données en santé au travail, je crois qu'on a fait d'immenses progrès depuis 5 ans. Avant, je veux dire qu'on était dans le pas. Maintenant, on a vraiment construit. Il y a des choses de plus en plus intéressantes. Et c'est vrai que les services de santé au travail sont en train d'intégrer Everest. Donc, c'est fabuleux. C'est un énorme progrès. Les mutuelles que j'ai pu rencontrer sont toutes partantes pour travailler ensemble. Donc, il y a une convergence très forte de tous les acteurs pour pouvoir organiser ces datas. Alors, le tout, c'est d'avoir ensuite un instrument, et là, c'est la volonté politique, à mon avis, qui doit se manifester, mais on n'en est pas loin. Et vraiment, j'insiste, c'est à nous tous de pousser en ce sens. C'est-à-dire que ce qu'a réalisé la santé publique, on est capable de le faire. Ensuite, il faut monter le système. Mais à partir du moment où tous les acteurs ont envie de monter un système et ont envie d'avoir des résultats, parce que c'est ça qui est intéressant, et des résultats détaillés aussi, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Et bien, je crois qu'on peut y arriver. Donc il faut pousser en ce sens. Et je vous remercie tous de pousser en ce sens. Voilà, j'ai terminé. Merci Philippe. Alors,
le mot du président, et puis juste avant, parce que comme d'habitude je vais sauter sur le micro, je reviens sur le concept de Philippe du Health and Labour Data Hub. C'est central. Et ce dont on a besoin aussi, c'est de data scientists. Alors, moi ce qui m'avait frappé encore une fois en Occitanie, dans leur succès du programme IODA, c'est qu'il y avait dans les services de santé au travail, et notamment dans des data scientists qui disent ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. On avait tout à l'heure, malheureusement, il n'est pas là jusqu'au bout, un garçon génialissime, on va organiser un truc là-dessus, qui lui traite non pas les données de santé, mais les données sociales. Et tout ce qui remonte, le grand truc de votre concept-là, c'est de pouvoir croiser les deux. Ça, si je peux me permettre, on a besoin d'une impulsion publique là-dessus, parce que les freins, bon, on va pas dire idéologiques, mais bref, quand même, de temps en temps, le patronat, c'est pas toujours facile, mais voilà, globalement, de ce côté-là, montre qu'il faut une impulsion publique de ce côté-là, du genre Health and Labour Data Hub, qui travaille sur les deux, qui est nécessaire. Voilà. À vous, Président, pardon de vous avoir coupé. Non, moi, je voudrais dire que je suis enthousiasmé par l'état d'esprit qui a régné dans cette réunion. C'est ça qu'on voulait faire, c'était des échanges et un état d'esprit qui montre qu'on peut être des noyaux qui veulent faire progresser. Alors progresser, la prévention, j'ai dit en introduction, elle vient de loin et elle porte loin. Et je veux dire par là que le monde du travail ne peut pas être cloisonné dans cette affaire de prévention, qu'il faut des échanges avec la médecine générale, avec le retour dans l'emploi, etc. Il faut ouvrir un petit peu le champ d'exploration pour trouver la meilleure prévention. Et la meilleure prévention, ça demande aussi un consensus pour des études. On l'a développé à propos des femmes, mais c'est un cas, j'allais dire, un cas particulier, très important, mais la meilleure des préventions, c'est pas la même pour tous. Et donc il y a beaucoup de travail à faire. Alors c'est un champ tellement lourd qu'on peut avoir peur de s'y engager, mais non, il faut s'y engager, et on doit pouvoir sortir des chiffres, des analyses, des visions qui font qu'il y aura du progrès dans cette prévention à objectif général que nous avons tous en vue. Voilà. Anne-Marie? Eh ben, mon mot de la fin à moi, il est prochaines étapes. Alors, prochaines étapes, c'est très simple. Vous aurez le replay et les documents d'ici lundi. En gros, on vous enverra le lien. Et puis, donc, on voit bien qu'on a 3 trucs. Alors, on a des Zooms métiers, donc on aura les métiers de soins. On s'est engagé avec un certain nombre de vos homologues, Mario, pour travailler là-dessus, parce que en plus c'est 70% de femmes, c'est tout à fait important, c'est en pleine mutation. Vous avez bien mis l'accent sur le travail de nuit, mais il y a aussi d'autres éléments là-dessus. Donc il y a métier, c'est pas pour rien de temps en temps, si je peux me permettre. Le dernier qu'on avait fait sur femmes, c'était femmes et logistique, parce qu'en logistique, il y a un énorme problème de recrutement. Et donc, bon, bah là, je dirais quand on n'a plus de bons hommes, on prend des bonnes femmes. Enfin, pardon d'être trivial, mais c'est quand même un peu globalement un peu ça. Il y a globalement la question des data, et puis il y a la question des territoires. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était par exemple, pardon, mais vive l'Occitanie, où ils ont monté des trucs complètement géniaux. Je sais que dans région centre, il y a des choses aussi. La Bretagne, par exemple, aussi est très en phare sur ces questions, globalement ces questions de femmes. Et puis, on vous accompagnera, si je peux me permettre, Philippe, sur l'outre-mer, parce que là aussi, il y a dans ces pays-là, on en a quelques-uns, un certain nombre de problématiques qui sont spécifiques, et notamment qui ont trait, pardon je dis ça parce que là c'est notre autre fer de lance de la semaine prochaine d'ailleurs, c'est le climat, et donc c'est les incidences climatiques. C'est pas pour rien, il y a un truc moi qui va aussi, j'ai trouvé vraiment sympa, il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est à Santé publique France, ce qui s'occupe de l'environnement de travail, ça s'appelle maintenant d'environnement tout court, et donc c'est à la fois travail et environnement. Donc c'est ça pour tous, un grand merci pour vous tous, merci d'être restés 10 minutes de plus, 11 minutes de plus ou un peu plus là-dessus, et puis tout à fait ok pour continuer avec les étudiants et les profs,
Et Jérôme, merci à toi aussi, merci à chacun d'entre vous. Voilà, donc on vous dit plein de coucou et merci à Marie. merci à vous. Vous êtes les meilleurs. Voilà. Merci.